Ma première histoire se passe en Afrique, dans un petit village au cœur de la brousse. Un matin, un jeune garçon qui s'appelle Lissimba se réveille avec une furieuse envie de manger un œuf à la coque. Il va donc au bord du fleuve et grimpe sur le baobab. Vous savez, le grand arbre africain, là où les oiseaux ont l'habitude de faire leur nid. Mais à l'instant où Lissimba tend son bras pour attraper un œuf, son coupe-coupe, son petit couteau, tombe dans le fleuve. Aussitôt, Lissimba plonge pour le récupérer, mais là, un tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et le dépose dans un pays inconnu. Lissimba sort du fleuve, il inspecte autour de lui, il ne reconnaît rien. Donc il décide de partir à la recherche de son village. Il marche pendant plusieurs heures et bientôt il arrive dans un autre village. Et dans ce village, tout le monde est très sérieux, tout le monde travaille. Lissimba s'approche du chef, il lui dit « Bonjour, aurais-tu à manger pour moi? Ici, pour avoir à manger, il faut travailler, dit le chef. Ah mais je peux travailler, dit Lissimba. Ta réponse me plaît, dit le chef. Tu peux rester ici. Tiens, tu n'as qu'à garder les bœufs. Et pendant plusieurs semaines, Lissimba garde les bœufs. Et le soir, en échange, il reçoit un bol de nourriture. Mais son village et sa maison lui manquent. Alors un matin, il décide de quitter le village des travailleurs et de repartir à la recherche du fleuve. Il marche de nouveau pendant plusieurs heures et bientôt il arrive dans un autre village. Mais dans ce village-là, on ne travaille pas. Au contraire, tout le monde s'amuse, danse, chante, fait de la musique. Lissimba s'approche du chef et lui dit « Bonjour, aurais-tu du travail pour moi ?»« Ici, on ne travaille pas, dit le chef. »« Ah mais je peux très bien rester sans rien faire, hein, dit Lissimba. »« Ta réponse me plaît, dit le chef. Tu peux rester ici pour chanter et danser avec nous. Tiens, tu as vu le tas de tambours là-bas? Oui? Eh bien, tu peux aller en choisir un. » Et comme Lissimba est un jeune garçon simple et humble, il choisit le plus petit des tambours. Et il se met à en jouer. Il s'entraîne, il répète, si bien qu'au bout de quelques semaines, il devient l'un des meilleurs musiciens du village. Mais là encore, son village et sa maison lui manquent. Alors un matin, il décide de quitter le village des musiciens et de repartir à la recherche du fleuve. Il n'oublie pas d'emmener avec lui son petit tambour. Il marche encore pendant plusieurs heures et soudain, il aperçoit le fleuve. Aussitôt, il plonge dedans avec son petit tambour sous le bras. Le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et soudain, que voit-il briller au fond du fleuve? Son coupe-coupe, son couteau. Ça veut dire qu'il est de retour chez lui. Aussitôt, il ramasse le coupe-coupe, il sort du fleuve, toujours avec son petit tambour sous le bras, et il court vers le village en criant « Approchez! Approchez, c'est moi, Lissimba! Il m'est arrivé une aventure extraordinaire !» Les villageois sortent des maisons, ils entourent Lissimba, et là, le jeune garçon raconte son histoire. Le village des travailleurs, le village des musiciens, il montre son petit tambour, et il se met à en jouer de son petit tambour. Et il en joue si bien de son petit tambour qu'aux premières notes de musique, il se produit des choses extraordinaires. Les vieux toits des maisons des villageois se couvrent de palmes neuves. Et Lissimba continue. Les paniers des villageois se remplissent de fruits magnifiques, bananes, noix de coco, ananas, figues. Lissimba continue. Les vieilles nattes des villageois se transforment en tapis moelleux. Et devant tous ces prodiges, les villageois acclament Lissimba. Ils lui font la fête, ils chantent, ils dansent. Pas tous. Quelqu'un est très jaloux de Lissimba.
le roi du village. Alors, la nuit suivante, le roi entre dans la case de Lissimba, il lui vole son petit couteau, il court vers le fleuve, il jette le coupe-coupe dans l'eau, il plonge à sa suite, le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes et le dépose lui aussi au pays inconnu. Et là, le roi, il fait comme Lissimba. Il sort du fleuve et il s'en va vers le village des travailleurs. Il arrive devant le chef du village, il se poste devant et il lui dit « Donne-moi à manger, j'ai faim !» Et le chef répond « Ici, pour avoir à manger, il faut travailler. Tu n'as qu'à garder les bœufs. » Garder des bœufs? Mais c'est pas le travail d'un roi, ça. Alors va-t'en, dit le chef. Furieux, le roi fait demi-tour. Il quitte le village des travailleurs et s'en va vers le village des musiciens. Il arrive devant le chef du village, il se poste devant et il lui dit « Donne-moi à manger, j'ai faim !» Et le chef répond « D'accord. » Puis, quand le roi a bien mangé et bien bu, le chef reprend « Tiens, avant de partir, tu peux aller choisir un tambour là-bas. » Et comme le roi est un être vaniteux et orgueilleux, il choisit le plus gros des tambours. Il le prend sous le bras, il quitte le village des musiciens, il s'en retourne vers le fleuve, il plonge dans le fleuve, toujours avec son gros tambour sous le bras, le tourbillon l'entraîne au fond de l'eau, lui fait faire 2 ou 3 galipettes, il aperçoit le petit couteau, il le ramasse, il sort du fleuve, toujours avec son gros tambour sous le bras, et il court vers le village en criant « Approchez! Approchez, c'est moi, votre roi! Regardez, Lissimba fait des petits prodiges avec son petit tambour, moi, avec mon gros tambour, je vais faire des miracles. » Ouais. Sauf que le roi a oublié quelque chose d'important. Il n'a jamais appris à s'en servir de son tambour. Si bien que quand il tape dessus comme un gros balourd. Pom-pom, pom, pom-pom, pom, pom-pom. Et là, il se produit des choses, mais pas du tout ce qu'avait prévu le roi. De la forêt voisine, des petits êtres malfaisants, aux dents pointues, aux yeux verts, aux ailes dans le dos, arrivent en volant, et ils se jettent sur les villageois, et ils leur mordent les chevilles, les mollets, les cuisses en criant « Le roi est vaniteux, son tambour sonne creux, saccageons vite ce village, dont le roi est si peu sage !» Lissimba arrive à ce moment-là, il voit ce tableau, aussitôt il prend son petit tambour et il se met à en jouer de son petit tambour et il en joue si bien de son petit tambour qu'aux premières notes de musique, les petits êtres malfaisants s'enfuient en pleurnichant « Lissimba est musicien, son tambour sonne bien, s'il devient chef du village, nous promettons d'être sages !» À ces mots, les villageois chassent le mauvais roi et demandent à Lissimba de monter sur le trône. C'est ainsi que Lissimba régna pendant plus de 100 ans sur ce village et qu'il fit le bonheur des villageois grâce à son petit tambour enchanté. Il était une fois un pêcheur qui vivait avec sa femme dans une petite cabane au bord de la mer. Tous les matins, le pêcheur prenait sa canne à pêche et il allait s'installer sur un rocher, bien décidé à attraper un poisson pour le repas du soir. Un jour, justement, il attrape un grand et beau poisson verdâtre. Et là, il se dit « Oh, quel délicieux repas on va faire ce soir !» Mais là, le poisson lui parle « Pêcheur, je ne suis pas un vrai poisson. Je suis un prince ensorcelé. Je te jure que si tu me manges, tu ne me trouveras pas à ton goût. Allez, relâche-moi et laisse-moi nager en paix. » Le pêcheur réfléchit, puis il lui dit « Oh là 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 là, moi, les poissons qui parlent, hein, je ne les mange pas. Hein. » Et il relâche le poisson qui retourne dans l'eau. Le soir, le pêcheur rentre chez lui.
Il raconte l'histoire à sa femme, et sa femme entre alors dans une très grande colère. « Quoi? Tu attrapes un prince ensorcelé et tu le relâches sans rien demander en échange? » « Qu'est-ce que tu voulais que je demande, dit le pêcheur. Mais je ne sais pas, moi, tu aurais pu demander une jolie maison à la place de la petite cabane. » « Oh, j'ai pas pensé, dit le pêcheur. Oui, eh bien, retourne-y, dit sa femme. Retourne voir ton poisson, là, et demande-lui une jolie maison. Allez, vas-y. Bon, le pêcheur trouve ça un peu mal poli, mais bon, il ne veut pas déplaire à sa femme. Donc il retourne sur le rocher et puis il appelle le poisson. « Ohé, poisson ensorcelé, il y a ma femme Isabelle là qui veut autrement que moi. » Le poisson ressort la tête de l'eau et lui dit « Ah oui? Et que veut-elle? » Eh bien, elle veut une jolie maison à la place de la petite cabane. « Rentre chez toi, dit le poisson. Elle l'a déjà. » Et il retourne dans l'eau. Et le pêcheur rentre chez lui. Et effectivement, quand il y arrive, la petite cabane a disparu. Et à la place, il y a une jolie maison. Pendant toute une semaine, la femme du pêcheur est ravie. Elle regarde la maison, elle inspecte le jardin. Et puis au bout de 7 jours, elle appelle le pêcheur et elle lui dit « Cette maison est trop petite. Non, maintenant moi je veux un château. » « Un château, dit le pêcheur. Oui, je veux un château. Donc tu vas retourner voir ta bestiole là et tu vas lui demander un château. » Bon, le pêcheur trouve encore ça très exagéré, mais bon, il ne veut toujours pas déplaire à sa femme. Donc il retourne sur le rocher et puis il appelle encore une fois le poisson. « Ohé, poisson ensorcelé, il y a ma femme Isabelle là qui veut autrement que moi. » Le poisson ressort encore la tête de l'eau et lui dit « Ah oui? Et que veut-elle aujourd'hui? » Eh bien, elle veut un château. Un château? Rentre chez toi. Elle l'a déjà. Et il retourne dans l'eau. Et le pêcheur rentre chez lui. Et effectivement, quand il y arrive, la jolie maison a disparu. Et à la place se dresse un grand et beau château avec des tours, des drapeaux, un pont-levis. Le pêcheur entre dans le château, et là il voit sa femme, occupée à donner plein d'ordres aux nombreux domestiques. Et puis le soir, dans la chambre, au bord du grand lit à baldaquin, le pêcheur s'approche et lui dit « Bon, Isabelle, là, tu es contente maintenant? » « Non, j'habite un château et je ne suis pas reine. Donc tu vas retourner voir ton poiscaille, là, et tu vas lui demander de me faire reine. » Bon, le pêcheur trouve toujours ça très, très mal poli, mais bon, il ne veut pas déplaire à sa femme. Donc il retourne sur le rocher et puis il appelle encore une fois le poisson. « Ohé, poisson ensorcelé, il y a ma femme Isabelle là qui veut autrement que moi. » Le poisson ressort encore la tête de l'eau, l'air un tout petit peu agacé. « Ah oui? Et que veut-elle maintenant? » Eh bien, elle veut être reine. Reine? Rentre chez toi. Elle l'est déjà. Et il retourne dans l'eau. Et le pêcheur rentre chez lui. Et effectivement, quand il arrive au château et qu'il entre dans le grand salon, il voit sa femme, là, assise dans un fauteuil en bois avec, sur la tête, une couronne dorée. Donc le pêcheur s'approche et lui dit « Bon, maintenant Isabelle là, ça y est, maintenant tu es contente, tu as tout ce qu'il te faut. »« Non, j'en ai marre de devoir demander à un poisson ce qu'il faut pour ma vie. Donc tu vas retourner voir ta bestiole et tu vas lui demander de me donner les mêmes pouvoirs que lui. » Les mêmes pouvoirs que lui, c'est ça. Je veux être comme lui. Allez, vas-y. Bon, le pêcheur trouve toujours ça très, 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 très exagéré, mais bon, il ne veut toujours pas déplaire à sa femme. Donc il retourne sur le rocher et puis il appelle encore une fois le poisson. « Ohé, poisson ensorcelé, il y a ma femme Isabelle là qui veut autrement que moi. »
Le poisson ressort encore la tête de l'eau, l'air cette fois franchement énervé. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Eh bien, elle veut les mêmes pouvoirs que toi. Les mêmes pouvoirs que moi, c'est ça. Elle veut être comme toi. Comme moi, rentre chez toi. Elle l'est déjà. Et il retourne dans l'eau. Et le pêcheur rentre chez lui. Et là, bizarre, quand il y arrive, le château a disparu. Et à la place, il retrouve la petite cabane du début. Bon, il est plutôt content, le pêcheur, parce qu'au fond, il l'aimait bien, cette petite cabane. Il arrive devant la porte et puis il appelle sa femme. « Isabella, tu es là ?» Personne ne répond. Il pousse la porte. Il entre dans la petite cabane et là, il aperçoit en plein milieu une table. Puis sur la table, il y a un bocal. Puis dans le bocal, il y a un poisson. Et puis, sur la tête du poisson, il y a une couronne dorée. Le pêcheur comprend que c'est sa femme qui est là dans le bocal. Alors il lui dit, « Isabella, maintenant, tu es contente, tu as vraiment tout ce qu'il te faut !» Et sa femme lui répond, « C'est bien, dit le pêcheur, comme ça, ce n'est plus la peine que j'aille encore une fois embêter ce gentil poisson. » Plus que tout au monde, la sorcière Tambouille adore cuisiner. Elle aime préparer des plats rares et raffinés. Langue de loup au chou, pâté en croûte de lézard, terrine d'escargot, rats en gelée. Ah, les rats en gelée, quel bonheur! Hélas, personne n'apprécie ce qu'elle fait. Tous ces invités, là, les farfadets, les gnomes, les squelettes, les vampires, les fantômes, tous plus rustres les uns que les autres, baffrent, s'empiffrent, gloutonnent, sans jamais féliciter cette cuisinière hors pair. Et ça la met en rogne. Même son perroquet se moque d'elle. La sorcière Tambouille fait sa ratatouille. Bon, Tambouille prend un bol de cafard confit et lui balance dans la figure. J'en ai marre, dit-elle, j'en ai marre de tous ces invités qui n'utilisent jamais leur couvert, qui trempent leurs doigts crochus dans les assiettes, qui crachent, qui bavent, qui rotent et qui pètent. Une seule fois, je voudrais un invité qui saurait se tenir, un invité qui ferait honneur à ma cuisine. Une fois, une seule fois. Son perroquet lui tend alors une feuille de journal en lui disant « L'ogre rococo, voilà celui qu'il te faut, l'ogre rococo !» Intriguée, la sorcière prend la feuille de journal et lit l'article. « Ogre repenti cherche dame de compagnie. Je ne mange plus d'enfants. Et comme la cuisine traditionnelle m'ennuie, je cherche une cuisinière ayant de la fantaisie pour renouveler mes envies, satisfaire mon appétit. Si cela vous dit, venez avant midi. » Aussitôt, la sorcière prend une valise, elle y enfourne ses ustensiles de cuisine, ses livres de recettes, et elle part sur son fidèle balai volant jusqu'au château de l'ogre rococo. Quand elle y arrive, elle le trouve très bizarre, ce château. Oui, il a un toit énorme, rond comme ça, peint en rose, entouré de balcons tout blancs. On dirait un énorme gâteau à la fraise et à la chantilly. Quand même, se dit la sorcière, quel drôle de décor pour un ogre. « Sachez, madame, lui dit l'ogre en lui ouvrant la porte, que les enfants sont attirés par ce qui est beau. Mais je ne peux plus les manger. Non, je ne les digère plus. Vous venez pour l'annonce, je suppose ?» La sorcière ne répond rien. Elle fonce directement dans la cuisine du château et prépare le premier repas pour l'ogre rococo. En entrée, nouilles sautées aux grenouilles, puis araignées glacées, et en dessert, queue de rat au chocolat. L'ogre mange sans dire un seul mot. Il mange dans une belle assiette en porcelaine.
Il boit dans un somptueux verre de cristal. Il utilise de ravissants couverts en argent. Puis à la fin du repas, il s'essuie la bouche avec un délicat petit mouchoir en dentelle. Puis à la fin du repas, il éclate de rire en criant « Bravo, bravissimo! Oh, quel talent! Je vous engage! Vous serez la cuisinière la mieux payée, la mieux logée, la plus gâtée, la plus aimée, et je pourrais même vous épouser. » « Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement, dit la sorcière. « Doucement, oh et oh. Moi, je suis venu pour trouver un bon convive, hein, pas forcément un mari. Oh, s'il vous plaît, insiste l'ogre, je ne pourrai plus jamais me passer de vous. Dites oui, dites oui. » Bon, la sorcière réfléchit, puis elle lui dit « Je veux bien être votre cuisinière. Pour le reste, hein, nous verrons dans un mois. » Marché conclu. L'ogre installe la sorcière Tambouille dans la plus belle chambre du château. Lit à baldaquin, drap en satin, tapisserie froufroutée, chandeliers argentés, miroirs dorés, salle de bain diamantée. « Oh, se dit la sorcière, quelle drôle de chambre! Il n'y a même pas de rats, de poussière ou de souris sous le lit. Je ne sais pas si je pourrais rester ici, moi. Bon, cet ogre a l'air d'apprécier ma cuisine, c'est déjà ça. » Les jours passent. Et dès que la sorcière Tambouille prépare un repas dans la cuisine pour l'ogre, eh bien l'ogre est toujours là, dans un coin. Il espionne, il observe. Dès que la sorcière Tambouille invente une nouvelle soupe, eh bien l'ogre est toujours là. Il prend des notes dans un petit carnet, il trempe ses doigts pour goûter. « Dehors !» crie au moins 50 fois par jour la sorcière, mais l'ogre n'obéit pas. Il est toujours là, à l'espionner, à l'observer. On n'y peut rien. C'est un ogre. Il aime manger. Si bien qu'au bout de 3 semaines, la sorcière en vient à délaisser la cuisine. Elle passe de plus en plus de temps dans sa belle chambre, de plus en plus de temps dans sa belle salle de bain, de plus en plus de temps devant son beau miroir doré. Et au bout d'un mois, la sorcière, elle a maintenant envie de s'occuper d'elle et plus du tout envie de faire à manger pour cet ogre. « Je crois qu'il est temps de quitter ce rococo collant, dit-elle un jour. Elle décide donc de quitter le château et de rentrer chez elle. L'ogre, lui, est tellement occupé à se préparer un sauté de vers de terre qu'il ne remarque même pas son départ. Arrivée chez elle, la sorcière décide de changer des choses dans sa vie. Elle commence par faire un grand ménage dans sa petite maison. Dehors, les rats, les souris, les chouettes, les corbeaux, les toiles d'araignée, les poussières. Elle va s'acheter un nouveau canapé en pied de croco et surtout une marmite magique qui fait la cuisine à sa place. Sauf bien sûr pour les copains, hein, les farfadets, les gnomes, les squelettes, les vampires, les fantômes et peut-être même les ogres gourmands, qui sait. Il était une fois un homme qui vivait seul avec sa fille. Ils étaient très heureux tous les deux, jusqu'au jour où l'homme décida de se remarier. Il épousa une nouvelle femme, et aussitôt cette nouvelle femme détesta la petite fille. Elle ne songeait qu'à l'embêter, voire à s'en débarrasser. Un jour que le mari était parti en voyage, la méchante femme appelle la fillette et lui dit « Tiens, va chez la voisine, là, me chercher du fil et une aiguille. » Or, la voisine n'était autre que la Baba Yaga, une ogresse qui mangeait les enfants. Avant d'y aller, la petite fille décide d'aller voir sa tante pour demander conseil. Elle habite une petite maison à l'autre bout du village. La fillette raconte son histoire. La tante écoute, puis elle réfléchit. Elle lui dit « Tiens, prends ce panier. Dans ce panier, il y a un bout de jambon et un morceau de pain. Si tu veux échapper à la Baba Yaga, donne le bout de jambon à son chat
et le morceau de pain à son chien. Tu verras, ils t'aideront. Bon, la fillette accepte, évidemment. Elle prend le panier, elle remercie la tante, et elle va donc toquer à la porte de chez la Baba Yaga. Toc, 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 toc. La porte s'ouvre. Et l'ogresse apparaît. Elle est énorme. Elle a des chevilles grosses comme des mollets. Des mollets gros comme des cuisses. Des cuisses grosses comme un ventre. Un ventre gros comme 10 ventres. Elle a une grosse tête avec des yeux rouges, une grande bouche avec des dents à l'intérieur. Pas beaucoup, mais très pointues. La fillette prend une petite voix, puis elle lui dit « Bonjour madame, voilà, c'est ma belle-mère qui demande si vous n'auriez pas dû filer une aiguille. » Entre, petite fille, entre. Je vais te donner ce qu'il te faut. Entre, entre, entre. L'ogresse fait entrer la petite fille. Elle referme la porte derrière elle et s'en va directement dans la cuisine pour faire bouillir une marmite d'eau en pensant « Quel délicieux repas je vais faire avec cette petite fille !» La fillette, elle, pendant ce temps-là, est partie voir le chat qui dormait près de la cheminée. Elle prend le panier, elle sort le bout de jambon, elle le tend au chat en lui disant « Dis-moi, gentil chat, comment puis-je m'enfuir d'ici ?» Le chat mange le bout de jambon, puis il se lèche les babines, il la regarde avec ses yeux jaunes et lui dit « Ce bout de jambon était vraiment très bon. Tiens, prends ce foulard magique. Si tu veux échapper à la Baba Yaga, si la Baba Yaga t'a presque rattrapé, jette le foulard derrière toi et tu verras. » Bon, la fillette prend le foulard, elle le met dans le panier, elle se dirige vers la porte. Le chien arrive en aboyant. Alors la fillette prend le morceau de pain, elle le tend au chien en lui disant « Dis-moi, gentil chien, comment puis-je m'enfuir d'ici ?» Le chien avale le morceau de pain, puis il remue la queue, il la regarde et lui dit « Ce morceau de pain était vraiment délicieux. Tiens, prends ce peigne magique. Si tu veux échapper à la Baba Yaga, si la Baba Yaga t'a presque rattrapé, jette le peigne derrière toi et tu verras. » Bon, la fillette prend le peigne, elle le met dans le panier, elle ouvre la porte et elle part en courant. Dans la cuisine, l'eau commence à bouillir. Alors l'ogresse vient chercher la petite fille, mais là elle voit le salon vide avec juste le chat, le chien. Elle pousse un cri de colère, l'ogresse. Elle prend le chat, le remue comme ça en lui disant « Et toi le chat, pourquoi n'as-tu pas retenu cette petite fille? Elle m'a donné un bout de jambon. » Ah, elle jette le chat, elle prend le chien par la queue, le remue comme ça en lui disant « Et toi, maudit cabot, pourquoi n'as-tu pas retenu cette petite fille? Elle m'a donné un morceau de pain. » Ah! Elle jette le chien et elle court, l'ogresse, elle court après la petite fille, elle court, elle a presque rattrapé la petite fille, elle tend un bras pour attraper la petite fille se rappelle de ce qu'avait dit le chat, elle prend le foulard magique et le jette derrière elle. Aussitôt apparaît entre l'ogresse et la petite fille une rivière, une véritable rivière. L'ogresse s'arrête et pour poursuivre, elle doit avaler toute l'eau de la rivière. Elle aspire l'eau et elle reprend la course. Elle court encore l'ogresse, elle court, elle a presque rattrapé la petite fille. Elle tend encore un bras pour attraper la petite fille. La petite fille se rappelle de ce qu'avait dit le chien. Elle prend le peigne magique et le jette derrière elle. Aussitôt apparaît entre l'ogresse et la petite fille une forêt. Une véritable forêt pleine d'arbres. L'ogresse s'arrête et pour poursuivre, elle doit manger les arbres. Elle en mange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et là, elle comprend qu'elle ne pourra jamais manger tous les arbres. Alors, elle rentre chez elle, l'ogresse, déçue, dépitée. Ce n'est pas ce soir qu'il y aura de la petite fille au repas. La fillette, elle, rentre chez elle, elle raconte toute l'histoire à son père. Le père chasse la méchante femme. Et depuis ce jour, le père et la fille vivent heureux, comme avant. Elles n'ont plus jamais entendu parler de la Baba Yaga. Cette histoire se passe dans une forêt. Dans cette forêt, on trouve une clairière. Dans cette clairière se dresse une petite maison. Et dans cette maison vivent une maman et ses 3 filles. Un matin, la maman appelle les filles et elle leur dit « Mes chéries, il faut que je parte travailler. Pendant mon absence, n'ouvrez la porte à personne. L'horrible boue rôde dans les parages. Si vous lui ouvrez la porte, il entrera et il vous mangera. Ce soir, quand je rentrerai du travail, je gratterai doucement la porte et je dirai ces quelques mots. Mes enfants, mes trésors, c'est moi, maman, qui vous adore. Ainsi, vous pourrez m'ouvrir sans danger. Bon, les fillettes promettent d'obéir et la maman part donc travailler. En chemin, elle aperçoit bientôt une petite abeille en train de se noyer dans une flaque d'eau. La maman prend une brindille et elle sort délicatement l'abeille de l'eau, puis la dépose près de sa ruche. Et là, l'abeille lui parle. « Merci, tu m'as sauvé la vie. Si un jour tu as un problème, appelle-moi et je viendrai à ton secours. » Bon, la maman dit « D'accord » et elle poursuit son chemin vers son travail. Ce qu'elle craignait, évidemment, arrive. L'horrible boue s'approche de la maison des petites filles. C'est un monstre hideux, avec une peau verdâtre, pleine de poils. Il a les cornes recourbées, un peu comme un bélier, des yeux jaunes, des dents pointues. Il s'approche de la maison, il se poste devant la porte et il dit « Bou, 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 je suis l'horrible boue, ouvrez-moi que j'emporte tout !» Et les petites filles qui répondent derrière « Non, 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 nous ne sommes pas idiotes, nous ne t'ouvrirons pas la porte !» Et l'horrible boue s'acharne sur la porte à coups de pied, à coups de poing, à coups de corne. Mais la porte est solide. Et l'horrible boue s'en retourne chez lui, déçu et bredouille. Le soir, la maman revient du travail. Elle gratte doucement la porte. Et elle dit ces quelques mots. « Mes enfants, mes trésors, c'est moi, maman, qui vous adore. » La porte s'ouvre. Évidemment, les petites filles racontent à leur mère ce qui s'est passé l'après-midi. La maman les félicite, mais elle leur dit aussi attention, hein, attention. L'horrible boue est très bête, très méchant, mais aussi très têtu. Il pourrait bien revenir, restez prudente. Le matin suivant, la maman repart travailler et effectivement, peu de temps après, l'horrible boue revient. Mais cette fois, il s'est affublé d'une espèce de mâchoire de fer avec des dents en acier. Il s'approche de la maison, il se poste devant la porte et il dit « Bou, 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 je suis l'horrible boue et avec mes dents, je casse tout !» Et il se met à attaquer la porte avec ses dents en acier. Et derrière la porte, les petites filles qui répondent « Croque, 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 nous ne sommes pas idiotes, nous ne t'ouvrirons pas la porte !» Et l'horrible boue a beau s'acharner sur cette porte avec ses dents en acier. La porte est solide. Et l'horrible boue s'en retourne chez lui, encore une fois, déçu et bredouille. Mais cette fois, il a l'idée de se cacher derrière un buisson.
et d'attendre le retour de la maman. Le soir, la maman revient du travail, elle gratte doucement la porte, et elle dit ces quelques mots. « Mes enfants, mes trésors, c'est moi, maman, qui vous adore. » La porte s'ouvre. L'horrible bout a tout vu. L'horrible bout a tout entendu. Il s'allonge derrière son buisson, l'horrible bout. Il s'endort et il fait des rêves merveilleux cette nuit-là, l'horrible bout. Oui, il fait des rêves de petites filles sur un lit d'oignons et de sauce tomate. Le matin suivant, la maman repart travailler. L'horrible bout attend quelques minutes, puis, sans faire de bruit, il sort de derrière son buisson. Il s'approche tout doucement de la maison des petites filles. Il se poste devant la porte, et puis il prend sa grosse patte pleine de griffes et il gratte très délicatement sur cette porte. Puis il prend sa voix la plus douce. Mais, mes enfants, mes trésors, c'est moi, maman, qui vous êtes? Les fillettes pensent que la mère a oublié un truc, elles ouvrent la porte, et l'horrible bout se poste devant elle en criant « Bouh, 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 je suis l'horrible bout, et je vais vous manger d'un coup !» Voyant ça, les fillettes reculent, elles montent au grenier avec l'échelle, elles enlèvent l'échelle pour empêcher Bouh de les poursuivre, mais Bouh ne s'arrête pas là, il prend une table, il prend des chaises, et fait l'espèce de pyramide bizarre pour monter jusqu'au grenier. Et là, il commence à escalader la pyramide en susurrant « Bouh, 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 je suis l'horrible bout, je serai bientôt tout près de vous !» La mère arrive à ce moment-là, elle voit ce tableau, l'horrible bout grimpé sur une pyramide bizarre, prêt à attraper une de ses filles. On ne peut quand même pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'abeille. Mais oui, l'abeille. Aussitôt, la mère court chercher l'abeille. Abeille, dépêche-toi, l'horrible bout veut manger mes filles, fais quelque chose. Aussitôt, l'abeille appelle ses copines abeilles. Elles forment une escadrille d'abeilles et elles foncent l'horrible bout. Il est presque arrivé en haut. Il tend un bras pour attraper une petite fille et les abeilles arrivent et pique, 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 et le pique partout. Et là, l'horrible bout s'écroule avec la pyramide, mais il se remet sur pied et il refait la pyramide. Et les abeilles refont l'escadrille et de nouveau, elles foncent l'horrible bout et pique, 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 et le pique partout. Et là, l'horrible bout s'en va en criant « Ah, bouh, 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 je suis l'horrible bout. Les abeilles m'ont piqué les fesses, les cuisses et les genoux. Bouh, 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 je suis l'horrible bout. Et je ne viendrai plus jamais chez vous! » Et c'est vrai. Depuis ce jour, la maman et les petites filles n'ont plus jamais entendu parler de l'horrible bout. Attention. Attention. Des gens l'ont vu rôder près de Neuville-le-Roi. N'ouvrez la porte à personne. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Piboule. Il était très, très, très pauvre, mais toujours d'excellente humeur. Tiens, par exemple, quand il pleuvait dehors et que l'eau entrait par les trous de son toit, il se disait « Ça tombe bien, il me fallait une douche ». Quand son pantalon était tout troué, il se disait « C'est pas grave, je vais en faire un short ». Un jour, Piboule se promène dans la forêt et il tombe nez à nez avec un groupe de chasseurs armés de fusils. Piboule les arrête et il leur dit « Qu'est-ce que vous faites là, comme ça, avec vos fusils ?»« Ah, comment? Tu n'es pas au courant ?» dit le chef des chasseurs. « Un ours s'est échappé du cirque voisin. Et le directeur du cirque a promis 10 pièces d'or à celui qui le rapportera. » 10 pièces d'or, se dit Piboule. Waouh! Ça m'arrangerait bien, moi.
Ben oui, cette nuit, c'est Noël. Et je n'ai pour le réveillon qu'un oignon et un bout de pain dur à manger. Avec les 10 pièces d'or, je pourrais m'acheter un sapin, le décorer avec des boules multicolores, avec des guirlandes scintillantes. Je pourrais m'acheter une dinde rôtie et aussi une grande bûche pleine de crème au chocolat. Ah, ça serait vraiment un chouette Noël. Aussitôt, Piboule rentre chez lui, il prend son fusil et il part donc lui aussi à la recherche de l'ours. Toute la journée, il fouille la forêt. Il monte en haut des arbres et il cherche derrière les buissons, dans les fourrés. Il va même chercher dans les terriers de lapins. Aucune trace de l'ours. Alors le soir, fatigué, épuisé, Piboule rentre chez lui. Il pose son fusil contre un mur. Il prend sa chaise et il va chercher son oignon et son bout de pain dur et il mange tout seul son petit réveillon de Noël. Puis après, il décide d'aller se coucher. Bon, avant d'y aller quand même, il prend ses 2 sabots, il les pose près de la cheminée et puis là il dit « Père Noël, s'il te plaît, apporte-moi l'ours du cirque. » Puis il va dans son lit et il s'endort. Plus tard, vers minuit, on aperçoit dans le ciel du village de Piboule un drôle d'équipage, un traîneau tiré par des rennes et conduit par un drôle de bonhomme, habillé en rouge avec une grande barbe blanche. Mais oui, c'est le Père Noël qui distribue les cadeaux aux enfants du village de Piboule. Il rentre par les cheminées, il dépose les cadeaux, puis il remonte et va comme ça de maison en maison. Et bientôt il arrive au-dessus de la dernière maison du village, la maison de Piboule. Il cherche un cadeau dans son traîneau. Il n'y en a plus. Il fouille dans sa hotte. Elle est vide. Il n'y a plus de cadeau pour Piboule. Bon, il cherche encore un petit peu, et bientôt il trouve, bien caché sous le siège, un dernier petit cadeau. Il le regarde et... Oh, un pot de miel. Bon, ça fera l'affaire pour Piboule. Il descend dans la cheminée, il pose le pot de miel dans le sabot de Piboule. Il remonte par la cheminée, reprend son traîneau et retourne chez lui, le remplir pour aller donner les cadeaux aux enfants du village d'à côté. Plus tard dans la nuit, une drôle d'ombre se promène dans les rues du village de Piboule. C'est l'ours qui fait sa petite promenade nocturne. Il passe bientôt près de la maison de Piboule et là, il est attiré par une bonne odeur de miel, bien sûr. Tout le monde sait que les ours raffolent du miel. D'un coup de patte, il ouvre la porte de chez Piboule, il entre dans la maison, il aperçoit le pot de miel dans le sabot. D'un coup de museau, il fait sauter le couvercle et il mange tout le miel du pot. Puis quand il a bien mangé, il bâille un grand coup, il s'étire et il s'endort, le museau dans le sabot de Piboule. Le matin arrive, Piboule se réveille et va voir ce que le Père Noël lui a apporté. Et là, il voit c'est l'ours du cirque. Oh, merci Père Noël. Aussitôt, il va dans sa cave, il prend une longue ficelle et il entoure l'ours bien solidement. Puis il va chercher le directeur du cirque. Le directeur du cirque arrive, il reconnaît son ours, il le ramène dans le cirque. Puis il revient avec la bourse pleine des 10 pièces d'or qu'il donne à Piboule. Piboule fait ce qu'il avait dit. Il va s'acheter un beau sapin de Noël avec les guirlandes, avec les boules. Et puis, il ramène une dinde rôtie. Et
une énorme bûche pleine de crème au chocolat. Et comme il est très généreux, Piboule, il invite tous les habitants du village à venir manger avec lui. Et puis, vous savez ce qu'il a fait pour l'ours? Non? Eh bien, il lui a fait venir un énorme pot de miel avec un ruban rouge autour. Et ça, c'est vrai. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous derrière votre écran de nous avoir regardés. On a été contents de jouer pour vous, même sans public dans la salle. Au crayon, c'était Michael Roux, bien sûr. Je tiens à remercier la municipalité de Neuville-le-Roi d'avoir eu cette idée de faire cette séance un peu différente. Je remercie l'association Culture Auprès d'avoir organisé et de faire cette programmation jeune public. Et puis, eh bien, on vous souhaite à tous et à tous un bon Noël, de joyeuses fêtes. Goinfrez-vous de chocolat, on l'a bien mérité cette année. À bientôt.